Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle interview avec Mila sur le sujet de l'endométriose. Mila, je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours. Bonsoir Mathilde, merci beaucoup de me laisser la parole ce soir pour parler de ce sujet. Moi je m'appelle Mila, j'ai 22 ans et j'ai été diagnostiquée de l'endométriose il y a environ 2 ans pour mes 20 ans. Voilà. À part ça, je suis étudiante en master 2 de psychologie, on l'espère bientôt diplômée psychologue. J'ai également un podcast et une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lequel depuis peu j'ai décidé de concentrer mes partages sur la thématique de l'endométriose, justement. Et quels sont les noms de tes différents comptes? Comme ça pourra permettre aux personnes qui vont Ouais. écouter d'aller voir ce que tu partages. Mon podcast, c'est The Puzzle Podcast. Ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, c'est Mila Regard. Mila, espace regard au pluriel. Ok, merci. Bah, je les mettrai dans la description. Quand est-ce que ça a commencé par rapport à l'endométriose? Comment tu t'en es rendu compte? J'ai pas directement eu des règles très douloureuses. Je dirais que mes règles ont commencé à être très douloureuses à l'âge de 15 ans et j'ai eu mes premières règles à l'âge de 14 ans. Voilà. Mais bon, c'était gérable, on va dire. Et en fait, d'année en année, ça n'a fait que monter crescendo. Au début, c'était 1 heure à ne pas pouvoir bouger, puis ça a été 2 heures, puis ça a été une demi-journée vraiment pliée en deux. Dans ce qu'on appelle une crise d'endométriose, vraiment en très grande souffrance. Et donc voilà, et puis après ça a été une journée, puis après 2 jours, enfin voilà, ça ne s'est pas arrêté. Et en parallèle de ça, j'avais aussi d'autres symptômes, comme notamment des troubles digestifs, que je ne comprenais pas à l'époque. J'étais juste en mode, mais pourquoi il y a des moments dans mon cycle où juste j'ai le ventre plat et des moments où j'ai un ventre énorme, comme je ne savais pas que j'avais cette pathologie-là, je ne faisais pas le lien. Et ce n'est qu'après que j'ai pu mettre du sens aussi sur tout ça, peut-être on y reviendra. J'avais également de très fortes douleurs pelviennes, du vaginisme. Je rentrerai pas trop en profondeur sur ce sujet dans ce partage-là, parce que on va se concentrer sur l'endométriose, mais je voulais aussi le dire simplement parce que ça peut aussi être lié à l'endométriose, tout ce qui est douleurs pelviennes, etc. Donc c'est important aussi de le mentionner. Je pense pour que les femmes qui regardent puissent reconnaître leurs différents symptômes, de quoi elles souffrent, tout ça. Parce que, bon, on y reviendra peut-être, mais l'endométriose est loin de se limiter à seulement des douleurs de règles, même si ça en fait partie. Pour répondre un peu plus à ta question, bah, il y a différentes choses qui m'ont mis, on va dire, la puce à l'oreille et qui m'ont fait dire, mais c'est bizarre quand même, toutes ces douleurs, tous ces troubles digestifs, vraiment des douleurs de règles de plus en plus fortes, ces douleurs pelviennes. Je comprends pas, il y a un truc qui cloche. Et donc, mon chemin a commencé comme ça. Au début, par rapport à mes douleurs pelviennes, mon vaginisme, j'ai vu différentes personnes qui me disaient, mais non, c'est uniquement psychologique, c'est uniquement dans votre tête. Et puis, si vous avez mal seulement le premier jour de vos règles, alors ça ne peut pas être de l'endométriose. Je suis restée un peu dans cette errance-là, à tenter différentes choses, mais à être finalement sans réponse. Comme je te disais au téléphone, il y a un jour où j'ai vraiment eu un déclic par rapport à ça, c'est j'écoutais un podcast de Anne Gecker, tu sais, qui a créé le podcast Métamorphose. Et c'était un épisode où elle interviewait une invitée, je ne connais plus le nom de l'invitée, mais sur cette thématique de l'endométriose. Et en fait, quand elle en a parlé, au fond de moi, j'ai su que c'était ça, en fait, que j'avais cette maladie-là et que je le voulais ou non, c'était comme ça, quoi. Je me rappelle très bien, j'étais dans mon petit appartement à Paris et du stress que j'ai ressenti à ce moment-là et de ah non, je veux pas que ce soit moi, mais je sens que c'est moi. Et voilà. Après, à un moment, j'ai eu l'occasion d'aller dans un centre de la douleur où la médecin qui était très chouette, qui m'a reçue, m'a dit quand même on va vérifier pour l'endométriose. Au vu aussi des douleurs, parce que j'avais aussi des douleurs lombaires, donc au vu de tout ça, peut-être quand même vérifier. Et honnêtement, j'ai mis 1 an à faire l'IRM. J'avais une première date, puis après, bon, la vie a fait que j'ai pas pu y aller, mais au fond, ça m'arrangeait, on va dire, parce que en fait, j'avais peur. Bon, après, j'ai pris un nouveau rendez-vous et je me suis dit, non, quand même, il faut y aller. Peut-être que tu n'as rien, mais il faut en avoir le cœur net, il faut avancer. Donc, on était en avril 2023, je pense. Enfin, en tout cas, j'avais 20 ans. Je suis allée faire cette IRM et je le sentais dans mes tripes. Je te jure, Mathilde, je sentais dans mes tripes que ça allait pas forcément être une bonne nouvelle que j'allais apprendre à ce moment-là. Et donc là, après, ça a marqué un tournant et voilà.
Et comment tu t'es sentie là pendant cette IRM quand le diagnostic est tombé? Alors, donc déjà avant l'IRM, forcément, j'étais très stressée. En fait, le fait d'avoir ce diagnostic d'endométriose, il faut quand même que je précise pourquoi en fait ça me stressait. Ça me stressait pour différentes raisons. D'une part parce que souvent on dit que l'endométriose, on l'a pour toute la vie. Donc en fait, j'avais l'impression que si j'avais cette maladie-là, ben, en fait, ce serait pour toujours et ce serait un peu comme une condamnation. Et d'autre part, ça touche quand même à tout ce qui touche autour de la sexualité d'une part, mais la fertilité d'autre part. Et donc ça m'a mis un peu face à cette question et cette angoisse de mais je sais pas, ça se trouve en fait je ne pourrais pas avoir d'enfant et tout, et ça m'a mis face à cette question très jeune, on pourra en reparler si tu veux. Mais en tout cas du coup j'étais dans la salle d'attente avec un peu tous ces questionnements-là. Et avec une petite voix dans ma tête qui était en mode, mais non, mais ça se trouve, t'as rien vraiment. Et puis effectivement, c'est que psychologique. Et puis les douleurs de règles, c'est normal d'en avoir, etc. Bon, un peu dans le déni, hein, on va dire. Et ensuite, donc j'ai passé cette IRM qui en soi, voilà, c'est bien déroulé et tout ça, puisque c'était dans un centre spécialisé à Paris, donc enfin tout s'est bien passé. Par contre, pour moi, l'annonce diagnostique a été assez violente. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai reçue comme assez violente à ce moment-là. Parce que du coup, après une demi-heure d'attente après l'IRM qui était pour moi interminable, donc il y a, je pense, l'échographe, enfin je sais pas comment on dit pour les IRM, mais voilà, la personne qui s'occupait de ça, la médecin, m'a reçue dans son petit bureau et en fait elle ne m'a pas invitée à m'asseoir. Et juste, elle m'a dit, bon, bah écoutez, effectivement, vous avez de l'endométriose et ça explique pas mal de vos douleurs. Et là, rien que de vivre, de revivre le moment, je me replonge un peu dans les émotions dans lesquelles j'étais. Et en fait, c'était même pas une émotion, je pense que c'était un peu de la sidération, honnêtement, et de OK. Et je me rappelle, c'est même moi qui lui ai dit, bon, bah, excusez-moi, je vais m'asseoir. Bon, aujourd'hui, j'en rigole. Je pense que quand même, ça aurait été sympathique que ce soit elle qui me dise avant de m'annoncer, asseyez-vous, prenons un peu le temps parce que bah, cet échange n'a duré que 5 minutes ou simplement elle m'a donc expliqué un peu plus mon diagnostic, la localisation de mon endométriose, que c'était une endométriose profonde du coup, et que bon, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'elle n'avait pas encore touché les ovaires, tout ça, de ce qu'elle elle voyait, mais quand je posais la question de la fertilité, elle n'a pas été non plus très rassurante, mais ni trop inquiétante, mais elle a dit bah faudra voir comment la maladie évolue au fil des années. Sans savoir vers Voilà, quoi tu allais. c'est ça. En fait, en fait, ça m'a plongée tout simplement dans l'incertitude. Mais enfin, voilà, après, elle m'a dit la vérité dans le sens médical du terme, et elle a Oui. bien fait. Simplement, j'aurais eu besoin, oui, je pense, de plus de temps, de plus d'écoute, d'être quand même rassurée à ce moment-là. Je pense que ça aurait vraiment permis oui, une acceptation plus facile et plus douce par la suite. Mais bon, ça a fait partie de mon chemin. Donc après ça, voilà, elle m'a dit, bon, bah, au revoir. Et voilà, elle m'a juste dit que c'était bien si je pouvais prendre la pilule et faire un peu d'ostéo, ce que j'ai fait au niveau de l'ostéo. Et donc après, je me rappelle que je suis sortie, que j'avais appelé mon copain de l'époque et que, bon, bah, j'étais vraiment pas bien. Euh, ouais, j'étais un peu sous le choc. Je comprenais pas trop. C'était un peu flou, un peu, un peu bancal comme ambiance. Voilà. Oui, C'était ça. d'autant plus que ça, enfin, quand tu apprends ça, ça te pousse aussi à réfléchir à l'avenir par rapport à la fertilité dont tu parlais. Je pense pas qu'au moment présent, en fait, ça te projette sur Ah oui. pas mal Ah, de mais ça choses m'a et fait faire vraiment un saut importantes. temporel. Ouais. Bah ouais. Ouais. Ouais, donc c'est d'autant plus compliqué. Et avant ce rendez-vous, on te parlait de causes psychologiques. Oui, c'est ça, c'était plutôt lié aux douleurs pelviennes et au vaginisme. Et puis par rapport aux douleurs de règles, on me parlait même pas de cause psychologique pour les douleurs de règles. On disait juste que Oui. c'était pas assez important pour que ce soit de l'endométriose et que ça valait pas le coup de faire l'IRM ou quoi que ce soit. Ouais, alors que l'endométriose, oui, ne s'exprime pas que là, hein. C'est ça le. Enfin, maintenant, bon, après, il y a de plus en plus de recherches aussi maintenant. On en parle de plus en plus, mais c'est vrai que ça ne s'exprime pas juste dans la zone gynécologique. Et Et oui. est-ce qu'ils t'ont proposé des... Bah, du coup, tu n'as pas des solutions là. Est-ce qu'on t'a proposé d'autres solutions? Ou ça s'arrêtait à l'ostéo et la pilule? Pour le moment, ça s'est limité à ça. Après, j'avoue que c'est aussi moi. Après ça, ça a été tellement violent pour moi
que j'ai ressenti le besoin de ne pas entamer un suivi médical au sens strict tout de suite. Aussi parce que j'avais l'impression que de toute manière, à part ça, et peut-être une opération, mais elle m'a dit que, bon, en gros, à mon stade, il le faisait pas vraiment. Enfin, je voyais. En fait, j'ai eu besoin, ouais, d'être un peu dans ma bulle et surtout, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Donc, même moi, je crois qu'au début, j'ai pas eu le courage d'aller en chercher immédiatement. Mais ce qui était pas mal parce que ça faisait quand même quelques années que je m'épuisais à trouver des solutions. Pour ces problèmes-là, même si j'avais pas ce mot-là d'endométriose sur ce problème-là. Et donc, bon, ça m'a mis une petite claque, mais ça m'a permis aussi de prendre un temps d'arrêt et je pense que c'était nécessaire que je le prenne. Par contre, c'est vrai que oui, j'avais quand même vu une autre médecin pour voir un second avis et je lui avais demandé parce que je commençais quand même à m'intéresser à l'alimentation, tu sais, anti-inflammatoire et tout ça. Oui, Et je lui ai dit, mais en parallèle, même si à un moment je prends la pilule, si j'essaye ça, est-ce que ça peut aussi aider ou est-ce que ça peut... Et elle m'avait dit que non, en fait, que ça n'avait aucun effet d'accord. sur la maladie, sur les douleurs, et que vraiment, si je ne prenais pas la pilule, ça allait faire que s'empirer et ce serait très compliqué pour moi de tomber enceinte, quoi. Vraiment, bon voilà, après je pense que c'était son angoisse à elle à ce moment-là et je pense que voilà, elle a voulu faire son travail de médecin. Tout à fait, oui. Néanmoins, pareil, sur le moment, j'essayais quand même de trouver mes solutions et bon, c'est vrai que c'est vrai que du coup, c'était pas très rassurant pour moi et ça me ramenait encore à cette question d'être mère alors que bon bah c'est arrivé un peu prématurément, cette question, finalement. Oui, t'étais pas dans cette dynamique-là, en fait. C'est l'endométriose qui t'a Pas du tout. amené à Pas du penser à tout. ça. Ouais. Je savais juste, enfin, j'ai toujours su que je voulais être mère un jour, que c'était important pour moi, mais enfin, pas jeune comme ça, Oui, quoi. c'est ça. Voilà. Ouais, surtout en plus, Donc, pendant les études, enfin, c'est vrai que du coup, enfin, tu pensais pas du tout à ça, quoi. ah bah non, j'étais concentrée sur ma vie, mes projets, puis je pense que bon, j'allais un peu à 100 à l'heure. La psycho, en plus l'année de la licence 3 c'est l'année de la sélection pour les masters, donc j'étais dans le stress, là-dedans à fond, à essayer de garder la tête hors de l'eau, et puis sinon, oui, avant ça j'étais dans mes projets créatifs et tout ça, dans un peu voyager, et oui, profiter de la vie de cette manière-là, mais non, j'étais pas du tout dans un désir de maternité immédiat, pas du tout. Non, non, vraiment pas. C'est pour ça que c'était un peu violent aussi, enfin un peu... je remarque que je dis beaucoup le mot violent depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que je l'ai vécu très violemment. Je pense que, bon, là aussi je suis toujours jeune, mais j'étais encore plus jeune et j'aurais eu besoin, oui, de plus je sais pas, de douceur vis-à-vis de ça, quoi. Donc c'est arrivé quand même très vite dans ma vie de femme. Je dirais même que c'est arrivé avant que je sois vraiment une femme, tu vois, c'est arrivé dans ma vie de jeune femme comme Oui, ça oui. et voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident d'être amené à se poser des questions auxquelles t'avais pas pensé. Enfin bon, c'est tout un chamboulement, quoi. Même pour réorganiser aussi sa façon de vivre. Ça, on va y revenir là-dessus, justement. Du coup, tu parlais de l'alimentation inflammatoire. Est-ce que tu l'avais mise en place ou pas après? Alors, passer un temps un peu de choc et de sidération et un peu de déprime, on va dire, tout simplement. Est-ce que je l'ai mis en place? En fait, directement, j'ai fait des recherches et directement, je me suis dit, ok, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Parce qu'en plus, niveau digestion, je sentais que c'était quand même très compliqué. Et en fait, je pense que j'ai mis du temps à trouver des solutions parce que je trouve qu'on dit un peu enfin, tout et son contraire sur l'alimentation anti-inflammatoire et que ça peut être dur de s'y retrouver quand on n'a pas, comme toi, tu vois, une formation de naturopathe vraiment poussée. Donc, bah, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai envie de dire, j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens que j'avais. J'ai commencé en tout cas à m'y intéresser, à essayer, mais en fait, j'avais l'impression d'être sans solution et j'avais l'impression que ça n'aidait pas en fait. Par rapport à l'alimentation, est-ce que tu as essayé d'autres choses à côté? Donc après, enfin, après passer ta période où ça n'allait pas, est-ce que tu as envisagé autre chose? Ma période où ça n'allait pas, après, a duré vraiment longtemps. Franchement, j'en suis sortie il n'y a pas si longtemps que ça, en toute honnêteté. Je pense que ça m'a pris un an, vraiment ne serait-ce que d'accepter, tu vois. Oui, bah, c'est le temps de digérer la nouvelle. Enfin, oui, c'est normal. Ouais, et puis d'essayer oui, de retrouver l'espoir aussi. Mm. Donc, je pense que ça m'a pris du temps, mais après, moi, en fait, j'ai tout essayé, je veux tout essayer. En fait, ça, il y a un truc, c'est quelque chose de très fort qui m'a suivi dès le diagnostic et tout ça. C'est de me dire, bah,
apparemment, personne guérit, mais moi, je vais guérir. Un truc un peu d'ego aussi, hein, je pense, sur le moment, pour aussi faire face au truc. Mais en même temps, ça a toujours été en moi aussi ce truc de foi. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup la foi, on va dire. Je suis pas croyante en une religion ou quoi que ce soit, mais je suis beaucoup, enfin, je me sens très portée dans ma vie par plein de choses. Et donc, je me suis dit, si ça arrive sur ma route, c'est forcément pour une raison, et c'est que je suis capable de surmonter ça, ou en tout cas de mieux vivre avec. Donc, bah, j'ai essayé différentes choses. Alors, attends, faut que je refasse un peu le fil dans ma tête de tout ce que j'ai essayé. Je pense qu'effectivement, j'ai essayé de faire beaucoup de changements alimentaires. J'ai quasiment arrêté le sucre raffiné. Plutôt une J'ai bonne essayé chose les... dans ce cas-là, parce que comme souvent, bah, c'est lié à de l'inflammation, c'est plutôt une bonne chose, ça, oui. C'est ça, j'ai tenté ça, tu vois. J'ai tenté de limiter le gluten aussi, les petits déj salés, plus de protéines, bon. Mais enfin, honnêtement, j'ai mis du temps à voir ne serait-ce que des petits effets. Et même encore aujourd'hui, je pense que niveau alimentation, il faudrait encore que je fasse des petits changements pour bien l'adapter ou que je me forme ou que je me fasse accompagner pour que ce soit au top, tu vois. Parce que j'ai quand même beaucoup des ballonnements, tout ça, et je sens de l'inflammation, quoi, dans mon corps, notamment avant mes règles. Mais sinon, à part l'alimentation, après j'ai essayé de faire un peu de yoga. Donc après, oh, oui, parce que entre la licence 3 et le master 1, j'ai déménagé de Paris à Toulouse. Aussi, j'avais besoin voilà, de quitter mon petit appartement de 14 mètres carrés où en vrai je me sentais pas très bien pour vraiment, j'étais en recherche d'un chez moi aussi. Et je pense que symboliquement, c'est intéressant avec l'utérus qui est quand même la maison intérieure. Enfin, bon voilà, en tout cas, j'avais besoin d'un autre espace pour guérir que j'ai trouvé en vrai. Mais bon, c'est quand même un chamboulement aussi de déménager, de s'habituer à une nouvelle fac et tout ça, parce que je suis restée étudiante hein, tout ce temps. J'ai failli arrêter les études 20 000 fois, mais je ne les ai pas arrêtées. Mais donc, en parallèle des études, déjà, ah oui, si la première chose euh, aussi qui a été très importante pour moi dans mon chemin, ça a l'air con, mais c'est d'apprendre à me reposer. Non, D'apprendre à me poser. c'est pas bête du tout. Tu vois, parce que je suis dans un naturel très actif, même hyper actif. J'aime le mouvement, j'adore faire plein de trucs. Mais aussi, je pense que ça cache aussi, et ça cachait surtout beaucoup d'anxiété chez moi. C'est vraiment cette nécessité de faire plein de choses sans jamais m'arrêter, jamais me poser. Et en fait, je pense que tout ce temps, jusqu'à ce qui est ce diagnostic qui a vraiment fait une coupure dans ma vie, bah en fait, je prenais pas vraiment de temps pour moi, je ne m'écoutais pas, je ne prenais pas de temps pour me reposer et limite, je vivais à côté de mon corps. Enfin, c'est limite si j'avais un corps pour moi. Enfin, enfin, dans ma tête, j'étais juste en mode, bon, bah, il faut que je nourrisse mes projets et que je sois bonne dans les études et que j'avance là-dedans parce que ça me tient à cœur. Mais à aucun moment je me disais, faut que je nourrisse mon intérieur et surtout mon corps parce que je pense que j'avais déjà fait un chemin intérieur sur certains blocages que j'avais. Mais vraiment, au niveau du corps, bon, je sais que je faisais du footing et limite j'en faisais tous les jours, tu vois, et ça me faisait du bien. Mais surtout, en fait, avec le recul, ça me permettait surtout de me couper encore plus de mon corps et de tenir comme ça sur un équilibre qui n'en était pas un. Donc la première chose quand je suis arrivée à Toulouse, c'était vraiment de me reposer, d'essayer de poser un peu ce système nerveux qui avait été en suractivité pendant tellement d'années. Ah, après, j'ai essayé de faire un petit peu de yoga aussi pour dans cette démarche de retourner un peu à mon corps et tout ça. J'ai fait aussi la rencontre des soins énergétiques et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien même si ça ne m'a pas tout de suite aidé, mais en tout cas, enfin, comment dire, ce qui a changé pour moi, c'est que passer le moment du choc et de la colère et de l'injustice et du désespoir vraiment complet. Et même en parallèle de tout ça, j'ai envie de dire, parce qu'après c'est par vague, j'ai essayé de le plus possible. Je pense pas que j'ai toujours réussi, mais j'ai essayé le plus possible d'accepter et de revenir à mon corps, même si en toute honnêteté, mon corps, il y a des moments où je l'ai vraiment détesté pour ce qu'il me faisait vivre. Et donc, ça a été dur de soigner cette relation à mon corps parce que du coup, de base, elle était inexistante, puis après, elle a été très abîmée. Je dirais que c'est en chemin, quoi. Voilà. Oui, en fait, l'endométriose t'a ramené dans ton corps, quelque part. L'endométriose m'a ramenée dans mon corps, mais alors d'une Bah, manière. parce que tu voulais C'est-à-dire pas qu'elle le m'a pris, elle a regarder. fait. Maintenant, tu reviens, tu n'as C'est pas le ça? choix. Parce qu'en fait, les crises de douleur pour celles qui vont regarder ce podcast et qui souffrent d'endométriose, vous savez, les crises de douleur d'endométriose, ce que c'est, ça fait partie des pires douleurs, je crois, au monde. Même scientifiquement, je crois qu'il y avait vraiment une étude qui montrait ça.
Et parce que c'est des moments où en fait on souffre tellement que en fait c'est indescriptible. Je pense qu'il faut vraiment expérimenter une telle douleur et de façon si chronique tous les mois et tout le temps un peu dans le cycle pour comprendre ouais, la détresse qu'on peut ressentir et aussi en même temps, du coup, dans ces moments-là, c'est tellement horrible et c'est tellement douloureux. Euh, mais en fait, t'es obligé de lâcher prise en un certain sens parce que, en fait, c'est terrible à accepter, mais tu ne contrôles pas cette douleur-là, tu ne contrôles pas ce que ton corps te fait vivre et tout ce que en tout cas, à l'époque, quand j'avais pas trop de solutions et tout ça autre, mais quand vraiment tu vis ce niveau-là de douleur physique, il y a qu'une chose à faire, c'est juste d'attendre que les vagues passent, quoi. Et dans ces moments-là, on peut même pas dormir, on peut même pas manger, enfin, voilà. Donc oui, je pense que dans ces moments-là, en fait, le corps s'exprime avec une telle intensité que t'es obligé d'y être à ce moment-là. Même si je pense que après ces crises-là, c'est un peu à double tranchant parce qu'on peut aussi se dissocier encore plus de son corps, parce que la douleur peut faire qu'on a encore plus envie de se distancer. Mais dans ces moments-là, t'es dans ton corps. Mais bon, tu peux vivre l'endométriose et vivre ces crises-là tout en, voilà, comme je l'ai dit, étant toujours distancé et clivé de son corps, même si dans ces moments-là, forcément, tu y es dans ton corps. Mais je pense qu'en tout cas, c'est possible de continuer à vivre l'endométriose tout en étant coupé de son corps. Mais moi, je sentais que vraiment, il fallait absolument que je revienne dans mon corps pour comprendre, pour essayer d'apaiser. C'est comme s'il y avait un feu vraiment qui s'allumait dans tous les sens. Tu vois, je pense que c'est une bonne image, c'est une bonne métaphore de l'inflammation finalement, hein. Comme l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique, mais du coup, c'est comme si c'était la seule manière d'apaiser un peu ce feu-là, que là, si je le laissais faire dans son coin, il allait tout simplement me consumer, en fait. Enfin, moi, je sentais que, enfin, vraiment, il y a des moments de désespoir intense dans lesquels j'étais, où je me disais, et je disais à mes proches, mais en fait, je ne vais pas pouvoir vivre comme ça, c'est pas possible, je vais pas pouvoir travailler, je vais pas pouvoir réaliser mes rêves, je vais toujours souffrir et avoir peur de mon propre corps et de la douleur, enfin, je vais avoir peur de tout ce que je vais manger, mais c'est pas une vie, c'est pas la vie que je veux vivre, non. Et donc, effectivement, bah, j'ai essayé progressivement de me reconnecter à ce corps-là, de souffrance finalement. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, parce que je connais d'autres personnes aussi qui souffrent de ça et qui sont pas Bien forcément sûr. dans cette démarche, parce que oui, ça peut aussi générer une dissociation par colère, par haine, comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais que tu détestais ton corps, ça peut arriver Mm. aussi, ce qui peut aussi se comprendre, et ça peut amener à, oui, à ce que la personne déteste son corps, mais du coup, tout au long de sa vie, tu as entrepris une autre démarche par rapport à ça. Est-ce que il y a d'autres choses qui t'ont amené à voir donc l'endométriose autrement, et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta vie? C'est bien que tu parles de vie de tous les jours parce qu'effectivement, je pense qu'après l'endométriose, en tout cas pour moi, ça a été une expérience hyper transformatrice. C'est juste qu'au début, je le savais au fond. J'ai toujours su que c'était là pour me transformer et pour m'aider et pas pour... Enfin, bien que ça me faisait du mal, mais je veux dire, dans un autre sens, c'était pas là pour me faire du mal, c'était là pour m'aider. Mais c'était dur. C'était dur à tenir au quotidien parce qu'il y a des moments où j'ai perdu espoir, où j'ai perdu la foi, etc. Même si, tout au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui disait, mais non, vas-y. Et l'une des choses aussi qui m'a aidée à continuer sur ce chemin-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai choisi une voie un peu alternative, ne serait-ce qu'en choisissant de ne pas prendre la pilule immédiatement. Je vais continuer à te faire un peu le fil de mon parcours et ça va répondre à ta question en même temps. Donc pendant toute la première année de master à Toulouse, j'ai essayé tant bien que mal de composer avec la maladie, en n'étant pas en lutte contre elle. Mais honnêtement, j'y arrivais pas, c'était très dur et il y a plein de fois où je me suis dit, non mais Mila, tu devrais prendre la pilule en continu, effacer le plus les symptômes et finalement te couper encore plus de toi-même. Mais je dis pas que prendre la pilule, c'est forcément se couper de soi-même. Attention. Juste pour moi, comme mes symptômes avaient été niés et j'ai nié mes propres symptômes et mon propre corps pendant tellement d'années, c'était un choix de ma part de laisser à la maladie, euh, en fait, pouvoir la laisser s'exprimer. Parce qu'en fait, toutes ces années, elle s'exprimait, mais il n'y avait pas de mots posés dessus. Et je trouvais que d'un côté, ça aurait été encore plus injuste de direct lui dire tais-toi, en gros. Parce que je sentais que cette maladie, au fond, même si je n'avais pas envie de la voir,
que ce soit de l'avoir dans le sens avoir ou de l'avoir dans le sens l'avoir, je savais qu'elle avait quelque chose à m'apporter, qu'elle avait quelque chose à me dire. Et qu'à un moment, il fallait que j'écoute. Donc j'essayais d'écouter, mais honnêtement, c'était difficile. J'avais des crises de douleur vraiment importantes. Mais bon, la vie a continué comme ça. Et au bout d'un moment, donc fin d'année de Master 1, j'ai vécu donc une rupture amoureuse. Donc je pense que ça a été l'événement qui m'a permis de toucher le sol. J'étais quand même pas mal au fond et ça m'a permis de toucher le fond, mais justement pour pouvoir rebondir après. Mais sur le moment, c'était quand même assez difficile. Mais donc voilà, après j'ai vécu mon été et j'ai passé mon été à essayer de me dire mais comment je peux faire l'année universitaire prochaine pour le vivre différemment? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de plus que j'ai pas pu, que j'ai pas su mettre en place? Si j'écoute mon corps, de quoi j'ai besoin? Parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même revenue à mon corps, parce qu'effectivement, tous les événements là ne m'avaient pas laissé le choix et j'étais revenue, je pense, le plus pleinement possible dans mon corps. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment intéressée un peu plus à la régulation du système nerveux à l'aide du mouvement doux, parce qu'avant j'avais fait un peu de yoga, mais vite fait, quoi. Et là, je me suis intéressée à ça parce que j'ai vu que le stress et tout ça, ça pouvait jouer aussi sur l'inflammation. Là, je me suis un peu plus intéressée à l'alimentation ancestrale, tu vois. Enfin, juste, je me suis renseignée dessus. Ça n'a pas soigné tous mes problèmes, mais ça m'a fait du bien, en fait, d'être un peu plus actrice de mon processus. J'ai pris une consultation aussi en médecine ayurvédique, donc en Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, qui, pareil, a un point de vue assez holistique sur les maladies, tout ça, un peu comme la médecine chinoise. Pareil, ça n'a pas tout résolu, mais ça m'a donné quand même des petits tips, des petits trucs à mettre dans mon quotidien, des plantes qui pouvaient m'aider, des tisanes qui pouvaient m'aider, des routines qui pouvaient m'aider. Donc je me sentais déjà un peu moins seule et un peu moins désemparée, bien que c'était toujours difficile. De toute manière, c'est toujours difficile, hein, je tiens à le dire, rien n'est parfait, de toute façon c'est un chemin. Mais en vrai, ce que je veux vraiment témoigner, c'est à quel point le fait de soi-même se sentir acteur, et je pense que toi tu dois le voir dans tes séances de naturo, à quel point en fait ça change quelque chose. Et même si ça change pas tout de suite les choses physiquement dans la matière, ça change tellement comment déjà on se perçoit soi-même, parce que je pense que la maladie peut vraiment abîmer l'estime de soi dans un premier temps. Peut-être on y reviendra, mais donc voilà. Donc bon, j'ai mis tout ça en place. Et ensuite, aussi, ce qui a vraiment fait la différence sur le long terme, c'est un suivi de kinésiologie que j'avais commencé depuis quelques mois et que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Je crois que j'aurais un peu de mal à expliquer ce qu'est la kinésiologie, mais ça se base réellement sur l'écoute du corps. Et c'est le corps qui parle, qui dit oui ou non. Et en fait, c'est aussi pour libérer les stress qui sont stockés dans notre corps. Euh, et donc, j'ai pas vu la progression tout de suite, mais sur du long terme, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est venu vraiment travailler à la fois le corps, à la fois le mental, à la fois les émotions. Et en fait, je pense que petit à petit, ça a contribué à alléger quelque chose. Et aussi, ça m'a mise en mouvement dans ma vie et ça m'a remis aux rênes aussi de ma propre vie. Et ça m'a remis, encore une fois, dans quelque chose de plus d'action. Et j'ai recommencé à, oui, retrouver un peu de joie, un peu de peps, un peu d'optimisme. Et pas juste un optimisme lointain de non, mais peut-être un jour je guérirai, un optimisme de chaque instant en fait, et de je guéris un peu plus chaque jour, que je le vois ou pas. Et ce changement-là oui, de conscience, ça, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Euh, et j'ai aussi commencé à faire une thérapie en énergétique qui m'a plus aidée que toutes celles que j'avais fait jusqu'alors parce que je pense que tu connais un peu, oui, les thérapies énergétiques, mais souvent les personnes mettent les mains sur toi ou en tout cas, entre guillemets, elles manipulent ton énergie, mais c'est elles qui agissent, tu vois. Et là, j'ai fait la rencontre d'une super énergéticienne qui, en fait, m'assiste dans mon propre processus de guérison et c'est moi qui, à travers la visualisation, entame ce processus de guérison ou en tout cas de rencontre avec mon corps, avec mes organes qui vont pas très bien. Euh, donc, grâce à ça, j'ai pu... ça peut paraître peut-être un peu perché, bon. Mais en tout cas, moi, ça m'aide vraiment, donc je tiens à le transmettre quand même. Mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment rencontrer mon utérus et toute ma sphère gynécologique
avec une autre approche. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, les seuls moments où je m'y connectais, c'était par la souffrance, encore une fois. Et c'était tout. Et même si je sentais qu'il y avait des messages et tout, en fait, il y avait tellement de peur en moi. En fait, j'en étais venue à développer une peur de moi-même, hein, parce que tellement, en fait, mon corps, il me faisait flipper, tellement il y avait de la douleur et tout ça. Mais donc ça m'a permis enfin voilà, de ramener de la douceur et de me connecter. Bah, par exemple, il y a un premier soin. Donc j'ai fait plusieurs soins parce que je pense qu'il y avait beaucoup de bagages dans cette zone-là et il y en a encore. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai de l'endométriose et je le comprends mieux aujourd'hui. Euh, mais du coup, j'ai pu me connecter d'abord à mes ligaments utérosacrés parce que c'est là où est principalement située mon endométriose. Et c'était fou pour moi comme elle m'accompagnait dans cette visualisation, mais que, en fait, je visualisais plein de choses et je captais plein d'informations que j'avais pas la minute d'avant. Et j'étais vraiment en communication très intime avec mon corps finalement. Et en fait, j'apprenais tout simplement à l'écouter et à écouter ses messages et ce qu'il avait à me dire, ce qu'il portait depuis des années ou les déséquilibres qu'il y avait. Ça, je dirais, mis en lumière beaucoup de choses. Après, je me suis aussi connectée, donc toujours avec cette énergéticienne-là, à la zone de mon utérus. Et en fait, dans ma visualisation, mon utérus, il était tout recroquevillé, il pensait qu'il n'avait pas de place. Et à l'intérieur, quand je me connectais, j'avais pas du tout une image joyeuse et vibrante. C'était quelque chose de mort, de sombre, de froid. Euh, Enfin, il y avait du ménage à faire à l'intérieur, quoi. Et à mes ovaires, pareil. Et aussi, ce chemin-là m'a permis aussi de prendre conscience, même si ça m'intéressait, mais de prendre conscience vraiment des poids transgénérationnels qu'on peut porter aussi dans notre corps et en particulier sur ces organes féminins en tant que femmes. Beaucoup de blocages, beaucoup, mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Et pour ça a été pour moi aussi une révélation et aussi un tremplin. Tu vois, tu parlais de tremplin parce que la psychologie est intéressante dans le sens où elle permet de creuser dans sa propre vie ce qui a pu causer des traumatismes émotionnels, psychologiques, physiques. Enfin, de toute façon, ça impacte tout. Mais c'est aussi intéressant de comprendre ce qui a pu nous impacter sans que ce soit réellement présent dans notre vie en réalité. Mais c'est quand même là, c'est quand même dans notre corps et ça attendait juste un événement pour se réveiller et s'exprimer. Parce que peut-être que dans les générations d'avant, ça a jamais pu s'exprimer, tu vois. Et bon, ça après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite et donc j'ai vécu beaucoup de libération quand même, hein, beaucoup de libération. Et donc aujourd'hui, mes douleurs de règles vont quand même nettement diminuer. Alors, je vais pas dire que c'est parfait, mais je n'ai plus de crise. Ok, bon, c'est plutôt bien parti, c'est une bonne chose. C'est une chose merveilleuse, Voilà, non, mais vraiment. comparé à ce que tu as connu, tu vois, vaut mieux que ça aille petit à petit et voilà, que ça se fasse sereinement. Mais par rapport au transgénérationnel, alors, moi je m'y intéresse énormément et Ok. effectivement, il y a des répercussions, il y a des thérapeutes qui disent que, c'est un exemple, tu as une génération qui vit le trauma, celle d'après somatise et la troisième l'exprime. Et même par rapport à l'endométriose, tu peux avoir des mémoires liées à la maternité, justement, parce que toi, tu l'as pas connue. Alors, ça peut être lié, en fait, alors, il n'y a pas forcément besoin de remonter très haut parce que souvent, enfin, ça se répète. Donc, voilà, tu peux déjà aller voir, en fait, toi, ce qui s'est passé au niveau bah, de ta mère, la lignée maternelle, en fait, côté, enfin, la lignée féminine, côté maternelle et paternelle. Et ça donne souvent des infos. Et donc, oui, effectivement, tu peux porter des blessures, mais qui ne t'appartiennent pas. Donc voilà, l'endométriose peut ne pas t'appartenir directement si c'est lié à la maternité, par exemple. Après, ça peut être la mère en toi. Il y a différents aspects, mais ça vient en résonance. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, oui, si, moi, je valide le transgénérationnel. Si tu valides, d'ailleurs, tout va bien. Par exemple, si une femme dans la famille a avorté ou a fait une fausse couche, bah, parfois, ça peut se retranscrire aussi si ça a jamais pu être digéré, parlé, écouté, entouré comme il se doit, parce que ça reste des événements hyper traumatiques. Bah, ça peut aussi être présent. Moi, honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit, mais C'est n'importe quoi, souvent c'est quoi ça? Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est souvent ce que disent des gens. On m'aurait dit ça il y a quelques années, quelques temps. En fait, jamais j'y aurais cru. Et là encore, en fait, quelque part, la maladie aussi a pu t'amener à t'ouvrir à autre chose.
Parce que tu vois, c'est retourner en soi, mais c'est vraiment une connexion profonde. C'est pas juste. Enfin, il y a la souffrance. Donc, déjà, tu prends conscience que ça vit dedans. Donc, le corps peut souffrir, t'en prends conscience. C'est ça. Il passe par là pour que tu t'en rendes compte. Et après, il y a une connexion. Enfin, si tu, comme tu dis, tu passes par différentes émotions, ce qui est tout à fait normal. Et au moment où tu commences à accepter, que tu commences un peu à composer avec, il y a peut-être une autre ouverture là qui se fait et tu es amené à avoir une connexion beaucoup plus profonde en fait avec ton corps. Pour reprendre l'exemple du transgénérationnel, pour aussi bah, l'illustrer un peu, c'est vrai que des fois le cerveau peut faire des associations et quelque part il peut y avoir une protection. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est lié uniquement à ça ou que c'est ça pour tout le monde, ça dépend voilà, de chaque personne. S'il y a un trauma plus haut qui se passe, la perte d'un enfant, un abus, je ne sais quoi, effectivement, ça peut se traduire par une douleur ici parce que ça va empêcher en fait le contact va être douloureux parce que le cerveau, en fait, bah toi tu ne le sais pas, mais associe ça à un danger. Et du coup, bah, il y a un moment où le corps en fait l'exprime de telle manière, de telle façon que tu ne puisses pas aller te mettre en danger. Donc au moins, bah, là, avec cette douleur-là, tu risques pas d'y aller, tu vois. Voilà. Non, Quelque part, c'est plutôt safe du coup si on le voit comme ça, tu effectivement. vois, c'est ça qui peut s'exprimer aussi pour pouvoir plein de choses comme l'inflammation, le feu qui est localisé là. On peut le voir comme aussi un feu créateur. Bon, déjà, donner naissance, c'est créer, tu vois. Il y a apporter, c'est donner la vie. On peut voir plein de choses en fait. C'est à travers la sexualité, la maternité. C'est assez divers. Mais oui, parce que l'inflammation, il y a cette idée, on parle souvent de colère, mais il y a aussi, je pense, l'idée de création, enfin l'idée de, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, de sortir ce feu. Effectivement, ça peut être lié à Et ça, oui, parce que on peut se mettre en colère, on peut être en colère contre soi parce qu'on s'empêche de sortir ce feu, de l'exprimer. Et après, petit à petit, on commence à se réconcilier avec soi et puis ça fait son chemin. ça fait vraiment écho avec pile ce qui était présent pour moi pendant ce soin-là, parce qu'il y avait vraiment cette dimension d'empêchement, surtout, enfin, comme si le corps voulait absolument bloquer l'ovulation Oui, parce que non, c'était lié à de l'empêchement, ou en tout cas vraiment, oui, ce truc de feu créateur qui était empêché, qui était brimé. Et je pense que dans les générations passées, chez les femmes, ce feu créateur était vachement brimé et oppressé. Donc je pense que ça fait sens. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que cette énergie-là, située là au niveau du ventre, du chakra sacré, peu importe comment on appelle ça, c'est une énergie, oui, comme tu l'as dit, de création, de destruction aussi. Et cette énergie-là, quand on n'est pas familière avec, ou quand elle est un peu bloquée, sclérosée comme ça, c'est vrai qu'elle peut faire peur et on peut se dire, mais non, j'en veux pas en fait. Alors qu'en fait, quand on commence à aussi se réconcilier avec son corps, on commence à se réconcilier avec cette énergie-là. Et bah, il n'y a rien de plus beau, quoi. Enfin, c'est aussi notre essence en tant que femme. Je pense que notre pouvoir, il se situe beaucoup dans le bassin aussi. que ça peut aussi être le droit de s'incarner, le droit de s'autoriser à vivre, en fait, de se donner la vie quelque part, puisque c'est... De se mettre au monde, ouais. De Oui, se mettre oui, au monde de soi, déjà. oui, 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 de totalement. s'incarner, ouais. Totalement. Oui, et puis dans cette dimension d'incarnation, il y a cette dimension bah, juste d'être dans un corps, hein, finalement. Oui, bah c'est Être ça, bah incarné, oui. c'est être dans un corps. Et je pense que moi, vraiment dans la toute jeune fille que j'étais, ou peut-être même l'enfant que j'ai été et tout ça, il y avait peut-être ce truc de pas vouloir être dans un corps finalement, et puis de pas forcément vouloir être sur Terre aussi, peut-être. Enfin, quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler refus d'incarnation, ou en tout cas avoir du mal à être pleinement dans son corps, à être pleinement dans ses sensations. Tu vois, aussi, moi, depuis que je suis enfant, j'ai énormément de ressentis, de perceptions. On pourrait appeler ça une hypersensibilité, on pourrait appeler ça des traits autistiques, on peut appeler ça de mille manières, mais peu importe, j'ai envie de dire, mais en tout cas, je pense que aussi le fait de tout ressentir et d'avoir cette sensibilité très exacerbée, et aussi peut-être beaucoup de stress, etc., bah, ça m'a amené à un moment. Je pense que c'était beaucoup pour moi et mon corps, et du coup c'était un mécanisme de protection de me couper un peu de mes sensations aussi et de mes ressentis, parce que j'avais l'impression que plus j'allais les écouter et plus ils seraient forts, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est plus on écoute et moins ça paraît fort, parce que plus on agrandit notre capacité à ressentir tout ça. Mais en tout cas, oui, moi ça a été mon mécanisme, surtout me couper. Surtout nier finalement ce corps, mes sensations. Donc je pense que la douleur était là, enfin elle est là pour une manière, elle est là de cette manière pour une raison. Oui, oui, tout à fait.
Et par rapport à ton podcast et Instagram, c'est venu alors à quel moment? C'est quelque Bah, chose c'est qui a... enfin, est-ce que tu avais envie de prendre la parole et c'est ça qui t'a permis de le faire? Ou c'est venu avant? Moi, alors j'ai commencé avec YouTube parce que j'ai eu un déclic et que je me suis mise à écrire et à faire des vidéos et à avoir envie de partager ça au monde, la créativité. Donc bon, ça revient au feu créateur quand Oui. même. Ça, c'était plutôt bien en place sur le coup. Donc j'avais vraiment l'élan énorme de partager ça. C'était arrivé assez tôt, à l'âge de 16 ans, je pense. Et donc après, j'ai voulu créer mon podcast. Enfin, parce que j'étais déjà dans une exploration intérieure avec l'envie d'apporter des clés de mon chemin en fait à d'autres personnes et aussi de vouloir mettre en lumière le parcours d'autres personnes à travers le podcast et tout ça. Et mon compte Instagram à l'époque, c'était juste des citations parce que juste j'adore les citations, c'est des choses qui m'ont aidé à certains moments, donc j'avais envie de partager ça. Donc cette volonté de partage et de contribution, elle a toujours été là chez moi. Je pense que ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'endométriose et tout ça, ça m'a d'abord rendue tellement triste parce que j'étais tellement mal et tellement malheureuse que j'avais plus d'élan pour créer. Et j'avais l'impression que tout ce que j'avais essayé de construire, avec tellement de foi, avec tellement de passion, tellement d'étincelles, tu vois, s'effondrait. Alors qu'en fait, avec le peu de recul que j'ai, je pense qu'en fait, juste, ça m'a fait prendre une pause sur tous les domaines de ma vie, dont celui-là, parce que je forçais un peu la créativité quand même, je me reposais pas beaucoup. Et pour aussi que je puisse un peu me recentrer et pour après revenir et transmettre bah, aussi ce cheminement avec l'endométriose. Mais honnêtement, quand j'étais dedans, même si depuis le début, j'écris beaucoup et j'aimerais beaucoup sortir un livre un jour sur tout ce chemin-là, hum, je- j'avais du mal à croire qu'un jour je sais pas, l'élan d'en parler sur mon compte et tout ça. Parce que, en fait, je pense qu'avant, j'étais persuadée, voilà, c'est ça. Parce que, en fait, avant, j'étais persuadée que je pouvais aider l'autre seulement, tu sais, avec mes forces, avec mes réussites, avec le positif, avec ce que j'avais réussi à entreprendre, etc. Mais en fait, ce chemin-là, qui était plus du coup quelque chose de l'ombre, plus que de la lumière, bah, en fait, m'a montré que je peux aider l'autre tout en étant en train de cheminer. Je suis pas obligée d'attendre Non. d'être parfaite, d'ailleurs, je le serai jamais. Et puis surtout, euh, en fait, je l'ai ressenti aussi quand je vivais ce chemin avec l'endométriose, que moi, ce qui me manquait, c'était de voir des témoignages de personnes qui étaient en train de vivre ça et pas qui était déjà tout guéri ou ça allait déjà tout mieux, etc. Parce qu'en fait, quand on est dans la souffrance, je pense que enfin, le pas est trop grand. Quand tu vois déjà quelqu'un qui a tout guéri, tout, elle a fait le chemin et tout, tu te dis, mais c'est quoi ce gap? Jamais je arriverai à le passer, à le sauter. Et je pense que j'aurais eu besoin ben, de personnes qui tendent vers un mieux-être, mais qui partagent en étant en train de cheminer et qui partagent aussi le versant émotionnel des choses, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de l'aspect physique autour de l'endométriose. On parle peu du cheminement émotionnel que c'est, et pourtant, tu as utilisé le mot chamboulement tout à l'heure, mais ça fait tellement écho. Je pense que ça a aussi chamboulé ma créativité, tu vois. Enfin, du coup, là, ça fait un lien avec ce truc de feu sacré, de reconnexion. Enfin, là, ça fait plein de liens dans ma tête. Mais du coup, je pense qu'en fait, sur le moment, je l'ai vécu comme quelque chose de très injuste et comme limite une punition, tu vois. Et comme un frein, un mur, un barrage dans ma vie, sans comprendre que ça allait être aussi une ouverture pour créer, oui, et partager, oui, mais avec plus d'authenticité aussi et plus de profondeur. Je sais pas si c'est un lien direct, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu cette reconnexion profonde aussi à ton corps. Tu as une Mais connexion oui, que jamais tu aurais peut-être été amené à faire si tu n'avais pas eu ça. En fait, c'était vraiment l'élément ah, déclencheur. totalement. Totalement. Je pense que, comme je t'avais dit au téléphone, je pense que si jamais il n'y avait pas eu l'endométriose ou enfin, le vaginisme, les douleurs pelviennes, tout ça,
est-ce que je serais revenue à mon corps à un moment? J'en ai aucune idée, tu vois. Je suis pas sûre, vu comment j'étais partie, je ne pense pas. Je pense que j'aurais continué. Puis en plus, bon, j'ai aussi fait un... Enfin, j'étais à pas loin du burn-out quand même au moment où j'ai eu mon diagnostic et tout ça, parce que même avec les études, ça tirait et tout. Donc, si peut-être que la vie me l'aurait rappelé autrement à travers le burn-out, mais je pense que dans tous les cas, ça aurait été physique chez moi, parce que vraiment, je ne m'écoutais pas du tout mon corps. Donc oui, je pense que peut-être si jamais il n'y avait pas eu tout ça, peut-être que je me serais réveillée à 30 ans en mode mince, bah j'ai réalisé plein de choses, mais finalement je suis passée à côté de moi, en fait, enfin de moi justement dans mon corps, enfin voilà, et pas juste moi en tant qu'âme qui se balade dans le monde, tu vois, parce que tu vois, je pense que, enfin, comment dire? Ce qui a été, enfin, je pense que la première chose pour moi qui a été très belle, c'est quand j'étais ado, enfin, bon, on pourrait appeler ça éveil spirituel, mais je pense que c'était plus une curiosité de me dire, mais en fait, tout est âme, tout est magie, il y a tellement de beauté et d'amour partout, ça a été la première chose. Mais la deuxième chose qui a finalement été plus importante pour moi encore, c'est de découvrir ce que c'était être une femme, tu vois, de passer de âme à femme aussi. En fait, pour moi, ça a été un accélérateur immense, mais immense. C'est-à-dire que effectivement, j'ai l'impression, tu vois, bah là, ça fait bientôt que 5 ans que je suis en études, tu vois, en 4 5 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu bien plus que 5 ans en fait. Ouais. L'autre fois, mon père, il me disait, oh, c'est passé vite quand même, ça fait pas si longtemps que t'es en études, etc. J'étais en mode, oui et non. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu plein de choses. Vraiment, pour moi, c'était pas toujours rapide et fluide et tout ça. Enfin, vraiment pas. Enfin, en tout cas, vraiment, oui, propulsé. Ça m'a fait accélérateur. Et je pense que c'est même allé trop vite à certains moments par rapport, tu vois, notamment à la question de la maternité et tout, c'est venu court-circuiter certains fils, on va dire. Mais en même temps, je pense que c'était nécessaire et je pense que quand même, je suis une personne qui aime bien la vitesse et que la vie s'est adaptée aussi, tu vois, parce que sur un truc sur 10 ans, je sais pas si... Enfin, même si ça durera sûrement encore 10 ans de réappropriation, de chemin, je sais que ça va encore durer, mais je pense qu'à un moment... à un moment, si j'avais pas vu aussi des améliorations tangibles quand même justement dans mon corps, j'aurais pu perdre la foi, perdre espoir et voilà quoi. J'avais besoin de voir et de sentir que ça allait vers le mieux quand même, je pense. Oui. Donc Bah après, ouais. le cheminement, oui, ça se fait tout au long de la vie. En fait, bah là, l'idée à travers cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'une autre connexion à soi est possible et que c'est pas nécessairement une fatalité. Oui, il y a une période et c'est normal qu'elle dure 1 an, 5 plus ou moins. Enfin voilà, ça après, ça regarde chacun. Mais il est possible d'entrevoir autre chose. Plutôt que de rester dans cette dynamique de souffrance, il est possible d'aller en connexion avec son corps pour comprendre ce qui se passe justement, et puis aussi de vivre aussi ce qui se passe, pas nécessairement tout comprendre, mais voilà, d'aller à la rencontre de soi, voir ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit physique, émotionnel, au niveau des mémoires, enfin voilà, en fait, il y a de multiples choses. Et c'est vrai que la maladie peut amener à ça, elle peut être un tremplin dans d'autres aspects de la vie aussi, elle peut amener bah, au niveau professionnel, la vie, enfin perso, enfin sur de multiples plans. Donc c'est vraiment l'idée de montrer un autre regard sur justement les maladies que nous pouvons avoir. Et aussi, mon autre question, c'était de savoir si tes études en psycho ou ton bagage de manière générale, parce que peut-être que tu t'intéressais déjà à ça avant, est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours? Oui, je pense que ça m'a aidé à chaque instant. En fait, je pense que ça a été la connexion entre justement l'aspect psycho et l'aspect corporel, tu Bah vois. oui, parce que tu vois, moi, bah, du coup, en naturopathie, on prend la personne dans sa globalité. Et c'est vrai qu'on voit énormément l'aspect nutritionnel, un peu psycho, mais on n'a pas le bagage, comme toi tu as, après les études de psycho. Donc bah, après, ça se fait au travers des consultations. Tu vois, j'apprends davantage sur l'être humain, au fil de lecture, choses comme ça, mais les bagages sont différents. Bah, déjà, quand j'étais à Paris et autour de mon diagnostic, je dirais, j'ai quand même fait une thérapie en psycho pendant à peu près 1 an, je dirais, Ok. 1 an et demi, je sais pas. Et une psy qui était aussi sexologue et tout ça, donc bon, ça m'a apporté, ça m'a beaucoup apporté. Euh, je pense que, je pense que ce chemin de thérapie perso et aussi, bon, bah, les études et tout ce que ça fait travailler. Je pense que ça m'a poussé vraiment à me reconnecter à mon enfant intérieur, tu vois. Oui, ouais, ça. Et,
Parce que on peut se dire, non, mais l'endométriose, rien à voir avec l'enfant intérieur, ça concerne la femme, ma vie de femme et tout ça. Et en même temps, bah, comme on parlait du transgénérationnel, je pense que des fois on traîne des trucs qui viennent même des fois de bien avant, tu vois. Mais enfin, je pense que dans l'enfance, on peut comprendre quand même beaucoup de choses. Quand on, quand on regarde et qu'on s'autorise à ressentir certaines émotions qui sont parfois terrifiantes à ressentir, parce qu'en fait, quand on était enfant, on n'avait pas la capacité de les ressentir, mais essayer. Franchement, c'est dur, hein, mais essayer le plus possible de prendre son enfant intérieur dans les bras, d'essayer de comprendre aussi ce que cette partie de nous a à nous dire. Je pense que c'est hyper précieux et je pense que le fait que j'ai le bagage en psycho, peut-être que ça m'a amené naturellement vers ça, là où une autre personne peut-être ne s'y tournerait pas naturellement, même si je pense qu'en vrai, pas besoin d'avoir fait psycho pour faire ça. Mais du coup, oh, waouh, c'est ouais, ça c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin de se reconnecter à la petite fille à l'intérieur de nous. J'avais écrit un jour un texte sur nos petites filles intérieures, tu vois, nos petites filles intérieures qui pensaient qu'elles étaient pas assez, qu'elles étaient trop, qu'elles étaient moches, qu'elles étaient trop lentes, qu'elles étaient trop impatientes. Enfin, en fait, toutes les étiquettes qu'on a pu recevoir en étant enfant. Femme ou homme, après là, je dis petite fille parce que je parle de moi, mais on a tous, on porte tous plein de choses. Mais du coup, je me rappelle, ça m'avait beaucoup ému de lire ça parce que j'avais compris à quel point, en fait, c'était lié, les blessures d'enfant et les blessures dans le corps une fois adulte. Parce que peut-être que aussi cette petite enfant intérieur, si on ne l'écoute pas, c'est aussi par le corps que ça va passer. Genre, on parlait du côté transgénérationnel et c'est vrai, je pense que ça peut être lié, mais je pense que ça peut aussi être des parts de nous qu'on laisse pas s'exprimer autrement, qui peuvent s'exprimer aussi bah, à travers le côté physique, tu vois. Et, euh, et bon, voilà, je pense qu'après, il y a mille manières en vrai de se reconnecter à son enfant intérieur et que ça veut dire quelque chose de différent pour chacun. Moi, c'est beaucoup passé par l'écriture, c'est beaucoup passé par juste me prendre dans les bras moi-même et juste essayer d'accueillir ce qui se passait. C'est beaucoup passé par, bah, par des pleurs, par ouais, beaucoup d'accueil d'émotions que comprenais pas. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il faut pas forcément chercher à tout comprendre, et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'en psycho, par contre, et ça, c'est un peu le frein du truc, c'est qu'on peut avoir une tendance à vouloir tout analyser, Je tout suis pareil, comprendre. hein. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'avoir fait psycho après, mais tu vois, ça peut avoir des forces d'avoir ce bagage-là, et en même temps, des fois, Oui, franchement, ça t'égare plus qu'autre chose, et justement, on s'éloigne du corps, et je pense que je dirais que la psycho m'a apporté des clés pour faire face à tout ça, mais je pense que aussi cette expérience m'a apporté des clés au niveau de la psycho, tu vois. ah oui, 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 effectivement. Et oui, parce que dans le sens que ça a enrichi, et ça a donné corps justement à tous ces concepts, tous ces trucs, et ça devient plus incarné pour moi. Et tu vois, tu disais que ça pouvait même être un tremplin professionnel. Je pense que oui, et je pense qu'une fois qu'on s'est connecté vraiment à son corps, qu'on est vraiment dans son corps, en fait, finalement, on écoute différemment l'autre aussi. Tout à fait. Oui, c'est sûr que Ça change toute une posture, en fait. Enfin, parce que oui. vu que on est plus à l'aise avec soi-même, son corps, que tu vois, qu'on a vraiment fait une rencontre minutieuse avec soi dans le psycho, mais aussi dans le corporel, je pense qu'après, ça peut... Je sais pas, j'imagine que ça crée... Que ça a en tout cas des répercussions dans, voilà, dans le travail aussi. Enfin, en fait, je pense que ces deux choses-là sont en fait très liées. Il y a plein de ponts. Il y a plein de ponts aussi avec toute cette dimension créative qui m'a toujours portée. Enfin, je pense qu'après, le lien, c'est soi, tu vois. Je pense qu'on est le pont entre tout ce qui nous intéresse et tout ce qui nous forge. Mais du coup, voilà, en tout cas, effectivement, si juste... En fait, là, ce que je veux juste faire, c'est essayer de montrer qu'il y a plein de voies. Il y a plein de voies parce que quand on est devant le mur, on a l'impression qu'il n'y a pas de voie et que c'est sans issue et que vraiment, franchement, la vie, c'est de la merde à ce moment-là. Enfin, je suis désolée, mais c'est vrai. Est-ce que Et tu as le droit de alors qu'en ressentir ça? fait, ouais, ouais, vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. Puis on se sent soi comme une merde. En plus, on a l'impression de d'arriver à rien. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et tout ça, tu vois? Enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, on pense qu'on est devant un mur, mais en fait, on est à un carrefour. Et il y a plein de voies. Et on peut. Enfin, franchement, il y a plein de choses à essayer.
comme on a dit, l'alimentation, la reconnexion émotionnelle, ça peut passer par la thérapie plus psychique, ça peut passer par la thérapie corporelle, ça peut passer par le système nerveux, ça peut passer par un suivi en naturo, ça peut passer par de l'ostéo, parce que je l'ai pas dit, mais l'ostéo, ça aide aussi quand même. Ça peut passer par la pilule, ça peut passer par des fois des opérations quand c'est nécessaire, ça peut passer par de la détente, ça peut passer par du massage, le massage aussi, l'automassage. Très belle clé aussi que j'ai découverte à travers tout ça pour me reconnecter à mon corps. Ça peut passer par des milliers de voies. En fait, il y en a plein et je pense que c'est hyper important de soi aller à l'intérieur de soi pour savoir ce qui nous conviendrait le mieux finalement, pour faire ce chemin-là, tu vois. Tout à fait. Bah oui, après, c'est ça, en fait, c'est ce qui se met sur notre chemin, on y va, on expérimente, et puis on voit ce qui nous parle et ce qui permet justement C'est de... ça, faut tester, c'est sûr. Oui, bah voilà, le mieux, c'est ce que je dis toujours, c'est d'expérimenter, en fait. Plutôt que d'avoir un a priori dessus, c'est, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'y vais, je vois, Mais oui. puis Ouais, voilà. puis on n'a rien à perdre dans ces moments-là. En fait, Bah c'est non! l'avantage. C'est que ces moments-là, on n'a rien à perdre. Et du coup, comme tu as dit, peut-être que, même si j'ai un côté perché depuis toujours, tu vois, peut-être que je serais pas allée aussi loin de moi-même, tu vois. Mais en Oui, fait, je suis contente d'y être allée. mais oui, Parce c'est que du coup, ouais, j'ai développé même des passions, tu vois. Enfin, vraiment des trucs que j'aurais jamais découvert sinon. Et en fait, je pense qu'à un moment, c'est tellement dur tout ça que si tu te prends pas un minimum de passion pour tout ce qui tourne autour de l'accompagnement, le bien-être autour de la maladie, mais en fait, c'est nul la vie. Et je trouve qu'à un moment, t'es obligé de t'y passionner un peu de près ou de loin. Sinon, non, c'est trop nul. Faut s'amuser aussi. Donc bon bah oui. malheureusement, va falloir passer un moment où bah ton fun ça va être là-dedans et puis peut-être qu'après ça pourra un peu se décaler, mais à un moment faut s'en occuper d'une manière ou d'une autre parce qu'en fait moins tu enfin comment dire, moi je me disais encore une fois comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, je me disais vraiment mais non, mais plus moi je donne d'attention et plus je vis ma vie comme si la maladie n'existe pas et plus ça marchera. Mais en fait, non, c'est le contraire. C'est plus tu donnes d'attention à cette maladie et plus elle va se détendre. Elle va être peut-être toujours présente, hein, mais elle va être un peu plus sereine, un peu plus smooth, tu vois. Ça va être un peu différent. Donc, t'es obligé de donner cette attention. Comme tu le disais, il est nécessaire enfin, de retourner à soi pour entrevoir une guérison. Alors pas forcément complète, après c'est voilà, c'est un peu des fois les montagnes russes, mais elles peuvent être plus ou moins intenses. Bon. De toute façon, j'imagine que tu dois le voir dans tes suivis en naturopathie, c'est que c'est aussi cette dynamique de revenir à soi finalement aussi. Oui, Donc, tout à fait. Oui, parce que bah, souvent, j'ai souvent le cas de personnes qui s'oublient en fait, et du coup la maladie ramène à soi. Et donc pour conclure, quel serait ton mot de la fin ou ton conseil pour terminer, Mila? bah, déjà, Mathilde, je veux vraiment te remercier énormément de m'avoir fait ce cadeau de pouvoir prendre la parole sur tout ça, parce que c'est la première fois que je le fais et honnêtement, j'étais un peu stressée aujourd'hui parce que j'avais très envie de partager, mais j'étais en mode, oula, j'espère que je vais trouver les mots justes et grâce à ton écoute, j'ai pu trouver les mots justes, donc merci. Et du coup, pour un dernier conseil, un dernier mot, en fait, ce que je veux simplement partager, c'est que ça reste dur et que les retours en arrière ou comme tu as dit, quand même, un semblant de montagne russe, c'est normal, c'est OK. Et oui, c'est sur ça que je voulais finir, que quand on a des bas, parce qu'on en aura toujours des bas dans ce processus, dans la maladie chronique, qui est quand même une vraie épreuve, on a besoin d'entourage. On a beaucoup parlé de l'entourage médical ou en tout cas de praticiens qui peuvent nous aider et c'est très important, je pense, à un moment de faire la démarche pour aller vers un suivi qui nous correspond avec, enfin, selon ses moyens financiers aussi, enfin voilà, adapté selon plein de facteurs, mais en tout cas, je pense que c'est un cadeau qu'on se fait à soi quand même, de pas rester tout seul avec ça. Parce que on a parlé de certains médecins qui sont pas très au fait ou pas très aidants, mais en réalité, ce que j'ai aussi pu découvrir sur mon parcours, c'est qu'il y a tellement de gens, que ce soit du corps médical ou d'autres champs professionnels, qui sont renseignés, qui sont prêts à nous aider, à nous tendre une oreille attentive et à nous aider à nous cheminer vers un mieux-être. Mais au-delà de tous ces professionnels-là, je pense que c'est important d'être bien entouré dans sa sphère perso. Et honnêtement,
l'un des tremplins pour moi, enfin, ça a été des gens justement qui ont su se positionner comme tremplin pour moi quand j'avais l'impression qu'il y avait plus de sol. Et je pense que c'est beau aussi de s'entourer, de voir à quel point on peut être bien entouré parfois, ou en tout cas d'aller vers cet entourage-là, ou en tout cas de se dire je mérite cet entourage-là, qu'on l'ait ou pas. Je crois qu'en fait c'est ça, parce qu'en fait quand on a cette maladie qui est quand même très lourde et très engageante dans plein de domaines de la vie, on peut se sentir chiante en fait, d'annuler à la dernière minute, d'être tout le temps fatigué, de pas manger ça, d'avoir besoin de plutôt manger ça, hum, de pas boire, enfin voilà, que notre vie tourne autour de ça, ou même dans la vie amoureuse, ça prend aussi une certaine place et ça a un certain poids. Et en même temps, ce que j'ai appris sur ce chemin-là, c'est qu'en fait, ça fait partie de soi, même si on veut essayer d'aller mieux et tout ça, bah, les gens qui nous aiment doivent nous aimer aussi avec ça. Et donc, voilà, enfin, je pense que, tu sais, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais je pense qu'il faut aussi tout un village pour entourer une femme qui guérit. Et donc, bah, juste, je voulais remercier mon village et qu'on remercie tous nos villages si on a la chance d'en avoir un, parce que c'est hyper précieux et que vraiment, c'est un outil majeur de guérison. Enfin, je veux dire, sans ça, on peut pas guérir parce que parfois, quand on est en bas, quand on est en crise, ou même juste quand on a mal, quand on souffre, quand on perd espoir, on a besoin d'avoir en face de soi différents miroirs et de voir dans les yeux d'autres personnes qui nous aiment sincèrement à quel point en fait nous, ils nous voient déjà guéris et qui croient tellement fort en nous qu'on se remet à croire en nous-mêmes et qu'on se dit, ok, bon, je me remets en selle, j'y vais. Je dis pas mettre son pouvoir dans les mains de qui que ce soit d'autre, je dis juste savoir aussi recevoir l'aide, le soutien, l'écoute et l'amour, c'est une forme d'amour pour soi-même aussi et de soin pour soi. Et je pense que c'est un soin essentiel pour tout accompagnement autour de cette pathologie-là ou toute autre chose. Donc voilà, mon mot de la fin, ce serait vraiment de s'autoriser à être bien entouré et à se reposer un peu parfois sur notre entourage et laisser les autres croire en nous. Je pense que c'est beau aussi. Oui, c'est important à la sphère. L'entourage, oui, elle est essentielle. Enfin, c'est important de ressentir bah, qu'on est entouré d'amour aussi. Parce que bon, quand tu traverses ça, en plus, il faut être seul. C'est une difficulté supplémentaire. Parce qu'en fait, on est déjà seul. Enfin, forcément, il y a une partie solitaire dans tout ça et dans la vie en général, Oui. mais la douleur, t'es le seul à la vivre, t'es la seule à gérer ce truc-là. Et j'en ai vraiment pris conscience à un moment où justement je me suis sentie très seule. Mais en fait, c'était pour découvrir que j'étais jamais vraiment seule et que, tu sais, c'est comme la phrase de Dumbledore là, que l'aide sera toujours apportée à ceux qui en font la demande. Oui. Bah, en vrai, je pense que c'est assez juste. Et après, il dit, oui, l'aide sera toujours apportée à ceux qui la méritent. Mais en fait, c'est pas une question de mérite dans ce cadre-là. Je pense que c'est vraiment juste si tu penses que tu la mérites, en fait. Quand tu penses que Oui, tu oui, oui. mérites de recevoir de l'aide, tu la reçois. Et d'ailleurs, je crois que dans le podcast que tu avais fait avec Chloé, il était question de ça. Tu sais que quand elle a commencé à se dire, oh, je mérite d'être, enfin, je sais pas, j'ai envie d'avancer dans mon chemin et tout ça, et bah là, elle a trouvé les bons médecins, les bonnes personnes et tout ça. Donc, je pense que ça part vers l'intérieur, mais quand on peut avoir à l'extérieur quelque chose de porteur aussi, je pense que c'est super important et que ben, c'est beau, quoi. C'est la Oui, beauté dans tout ça aussi. tout à fait, oui. Et par rapport à ce que tu dis sur Chloé, j'y pensais justement, effectivement, c'est ce qu'on disait, en fait, il est probable que, bah, comme du coup, ça vient de l'intérieur, au début, il est peut-être nécessaire de tomber sur une personne qui nous ferme une porte, en fait. Ça peut ouvrir, ah, ça fait Ouais. mal, mais ça peut ouvrir d'autres voies. Puis ça dépend peut-être aussi de notre état d'esprit. Il y a plusieurs facteurs à ça, puisque après, tout semble couler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui se passe après? Et pourquoi Il d'un y a coup, eu un changement de paradigme, c'est sûr, il y a eu un changement ouais, c'est quelque ça. part. Et t'as raison, le changement, il est d'abord en soi. De toute façon, c'est un Oui. miroir, l'extérieur, l'intérieur. Au début, Mm. c'est compliqué à comprendre, à ce qu'on se dit, ah, mais pourquoi je me fais vivre ça? Enfin, au début, c'est un peu, voilà, mais après, bon, on se rend Ouais, compte que ce tout sont à fait. des choses qu'on doit vivre et puis ça se met en place petit à petit. Mais tu vois, là, quand tu as été de plus dans l'acceptation passe aussi par une période de rejet, de dépression. Enfin, c'est normal, en fait, hein, faut pas, enfin, moi, je ne suis pas pour diaboliser, Totalement. ces émotions-là parce que enfin, ça fait partie du processus, donc ça fait partie de l'acceptation en fait. C'est juste qu'au début, il y a cette C'est ça. étape-là
Et après, voilà, ça vient. Parce que vivre dans le déni, c'est pas non plus la solution. Si on dit tout de suite, ah, Non, si je j'accepte, confirme. j'accepte, non, ça marche pas en fait. Non, non, oui, je pourrais terminer là-dessus aussi, c'est que vraiment autorisez-vous à ressentir en fait tout ce que vous Oui, ressentez. C'est-à-dire si c'est de la haine, mais haïssez votre maladie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de haine. Enfin, je sais pas voilà, comment dire, mais un moment, on va passer. Non, mais vraiment, enfin, moi franchement, je me rappelle, j'avais écrit, oui, endométriose, je te hais. Mais bien sûr que je l'ai haï, cette maladie, mais comment ne pas la haïr? Enfin, à un oui, moment, oui. faut-il se dire la vérité. Maintenant, en fait, c'est ça, c'est que pour espérer accepter, voire même aimer la maladie, il faut s'autoriser à la détester dans un premier temps. Je pense que c'est normal. Bah, C'est normal. Après, juste, c'est vrai que ce que je voulais aussi apporter à travers cet échange, c'est quelque chose que moi, j'ai pas trop eu dans tout ce parcours-là. J'étais tellement en recherche de témoignages de gens qui guérissaient et tout, parce que je ne voyais que des personnes qui étaient terriblement en lutte avec leur maladie. Et bien que je comprends ce truc-là et que je sois aussi passée par là, moi personnellement, ça m'aurait rendue très malheureuse de rester dans cet état de lutte perpétuelle. Bien qu'il y a des moments de lutte, hein, toujours ça c'est normal et je pense que c'est logique vu comment c'est dur, mais enfin, en tout cas, je sentais que j'avais pas envie de tendre vers plus de lutte, j'avais envie le plus possible. Je dis bien le plus possible, hein. On est humain, voilà. Mais d'accueillir ça, je voulais prendre ma maladie dans les bras, quoi. Enfin, voilà. Parce que je me dis, en fait, c'est une partie de moi qui est tellement en manque d'amour. Donc voilà. Donc la première étape, enfin, en fait, il n'y a pas d'ordre d'étape, mais c'est de soi essayer d'être un temps soit un tout petit peu plus ouvert à ce que la maladie a à nous dire. Et en fait, j'ai envie de dire que ce soit soi-même aimer la maladie ou que ce soit laisser les autres nous aimer avec la maladie, ça converge vers le même point. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je parlais de village. C'est qu'en fait, en fait, c'est dur de se laisser aimer avec cette maladie. Et franchement, ça va être dur pour moi. Mais déjà de se laisser exister avec cette maladie, en fait, d'adapter sa vie à sa maladie et de ne plus avoir peur, que ça dérange ou quoi que ce soit, c'est un acte d'amour envers soi. Et ensuite, oui, juste, enfin, oui, voilà, en fait, c'est un peu fouillis ce que je dis, mais juste je visualise comme si c'était une partie de soi qui manquait tellement d'amour et peu importe, j'ai envie de dire si ça vient du transgénérationnel, si ça vient des blessures d'enfance, si ça vient du mode de vie des perturbateurs endocriniens, enfin voilà, peu importe d'où ça vient, à un moment il y a un truc là qui demande à être regardé avec le plus d'attention et de douceur qu'il est possible, quoi, je pense. Oui, c'est très bien résumé, oui. Je te remercie, Mila, d'avoir accepté de faire cette interview. Je suis ravie aussi de voir que ça te fait plaisir de pouvoir prendre la parole sur ce sujet, parce que j'ai vraiment à cœur de, comme j'ai dit, partager aussi, de donner la parole sur ce que vivent les personnes et puis de montrer qu'autre chose que la lutte, justement, est possible, en fait. On peut œuvrer pour sa guérison, pour soi, sans lutter contre une partie de soi-même, finalement. Donc vraiment c'est ça l'objet, hein, parce que bon bah je débute dans les c'était la deuxième à qui je pose des questions. Je ne suis pas journaliste de base, donc c'est parce que j'ai vraiment à cœur de transmettre cette vision. À vous qui nous écoutez, déjà merci de nous avoir écoutés. Et puis pensez à vous abonner pour suivre l'actualité, pour suivre aussi les prochaines interviews. Pensez à partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'entendre ça. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires que je puisse échanger avec vous. Parce que j'aime bien échanger, voilà, soit en vidéo ou en commentaire, j'aime bien échanger avec les gens, ça rend la chose plus vivante. Et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.